Bonjour et bienvenue dans le chapitre 5 de votre livre intitulé Modélisation microscopique de l'évolution d'un système. Dans ce chapitre, nous allons commencer par interpréter de façon microscopique les réactions chimiques avec la notion de choc efficace et d'acte élémentaire, et cela permettra d'expliquer les facteurs cinétiques. Le deuxième paragraphe du cours abordera les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui mènent des réactifs au produit d'une réaction chimique. Enfin, dans le dernier paragraphe, nous aborderons le formalisme de la flèche courbe, qui traduit le déplacement de doublets d'électrons entre un site donneur et un site accepteur d'électrons. Premièrement, interprétation microscopique des réactions. À l'échelle microscopique, les entités sont en mouvement incessant, aléatoire et désordonné. On parle de mouvement brownien de la matière. Les entités peuvent entrer en collision et être à l'origine des réactions chimiques. Un acte élémentaire est une réaction qui se déroule à l'échelle microscopique en une seule étape, modélisée par un choc efficace entre deux entités chimiques. On peut le voir sur cette illustration. Deux entités chimiques qui sont différentes, qui sont modélisées soit par les boules vertes ou par les boules oranges, et des entités chimiques nouvelles sont formées par ce choc efficace, puisqu'on voit que des liaisons ont été cassées entre les boules vertes et les boules oranges pour former de nouvelles liaisons entre boules vertes et boules oranges. En revanche, sur l'autre exemple, on observe un choc qui est inefficace parce que les entités sont bien entrées en collision, mais il n'y a pas eu de modification des liaisons. Ici, les entités repartent dans une autre direction. Tous les chocs ne mènent pas à des chocs efficaces. Pour que les réactions aient les meilleures chances de se produire, les facteurs cinétiques doivent être optimisés dans ce sens. Alors voyons tout de suite les facteurs cinétiques liés à la température et à la concentration des réactifs. Alors tout d'abord, l'influence de la température. L'augmentation de la température se traduit par une agitation de la matière qui va être plus importante. Les collisions sont alors plus fréquentes et violentes, donc plus souvent efficaces. On le voit sur cette illustration, une température qui est relativement faible, les réactifs se percutent mais sans réagir, pas de choc efficace, alors qu'ici, une température qui est plus élevée, les réactifs A et les réactifs B entrent en collision, si bien que le choc est efficace puisqu'il y a formation de nouvelles entités chimiques, produit C et produit D. Sur cet exemple, on peut voir que la réaction qui a lieu entre le dihydrogène et le diode et qui forme la molécule de iodure d'hydrogène, le nombre de chocs efficaces par seconde entre les réactifs, H2 et I2, est bien plus nombreux à 700 Kelvin qu'à 298 Kelvin, puisqu'il est de l'ordre de 4 10 puissance 11 à 700 K, alors qu'il n'est que de 2,6 fois 10 puissance 11 à 298 Kelvin. Alors voyons maintenant l'influence de la concentration. L'augmentation de la concentration des réactifs se traduit par des collisions plus fréquentes entre les espèces réactives, si bien que les chocs efficaces sont plus fréquents lorsque la concentration des réactifs est plus importante. Donc sur cette illustration, très peu de réactifs A et de réactifs B qui sont présents dans le solvant, peu de chocs efficaces possibles. En revanche, lorsque la concentration des réactifs est plus importante dans le solvant, la probabilité d'obtenir des chocs efficaces entre les réactifs A et les réactifs B est plus importante, et donc la vitesse de la réaction sera plus grande. Deuxièmement, les mécanismes réactionnels. Une réaction chimique complexe peut être décomposée en une succession d'actes élémentaires. On appelle cela le mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel peut faire apparaître un intermédiaire réactionnel et un catalyseur. Alors voyons cela tout de suite à travers deux exemples. Dans le premier exemple, il s'agit de la réaction d'oxydoréduction entre le dioxyde d'azote NO2 et le monoxyde de carbone CO, pour former du monoxyde d'azote NO et du dioxyde de carbone CO2. Cette réaction a lieu en deux actes élémentaires. Au cours du premier acte élémentaire, ce sont deux molécules de dioxyde d'azote qui vont réagir ensemble pour former NO3, qui est un intermédiaire réactionnel, et un des produits de la réaction, le monoxyde d'azote. Cet intermédiaire réactionnel, NO3, va réagir avec l'autre réactif, CO,
pour former l'autre produit qui est CO2. On remarquera que au départ, il y avait 2 molécules de dioxyde d'azote qui avaient réagi, mais on constate qu'au cours de l'acte élémentaire 2, il y en a une molécule de dioxyde d'azote qui a été formée, donc c'est comme si une seule molécule de dioxyde d'azote NO2 avait réagi avec une molécule de monoxyde de carbone pour former NO et CO2. On remarquera que l'intermédiaire réactionnel NO3 est absent dans le mélange initial des réactifs. Il est créé dans l'acte 1, mais il disparaît dans l'acte 2. Dans l'exemple numéro 2, il s'agit d'une réaction d'estérification entre l'acide butanoïque C4H8O2 et le méthanol CH4O pour former comme produit de l'estérification du butanoate de méthyle C5H10O2 et de l'eau. Cette réaction est catalysée par l'acide sulfurique H+. Son mécanisme réactionnel est le suivant. Elle fait intervenir 3 actes élémentaires. Premier acte élémentaire, c'est l'acide butanoïque qui réagit avec les ions H+, pour former un intermédiaire réactionnel. Cet intermédiaire réactionnel, au cours de l'acte élémentaire 2, réagit avec le méthanol CH4O pour former un nouvel intermédiaire réactionnel. Et ce nouvel intermédiaire réactionnel, au cours de l'acte élémentaire 3, va former les produits, c'est-à-dire le butanoate de méthyle et l'eau, et on voit que l'ion H+, qui avait été consommé au cours de l'acte élémentaire 1, c'est-à-dire le catalyseur, eh bien, il est régénéré au cours de l'acte élémentaire 3. Là encore, les intermédiaires réactionnels, c'est-à-dire ici C4H9O2+, et C5H13O3+, sont absents dans le mélange initial des réactifs. Ils apparaissent dans un acte élémentaire et disparaissent automatiquement dans l'acte suivant. En revanche, pour le catalyseur H+, donc qui est présent dans le mélange initial, on voit qu'il apparaît dans l'acte 1 et il est régénéré. Donc il est consommé dans l'acte 1, mais il est régénéré dans l'acte 3. Troisièmement, la modélisation des interactions entre entités. Et on va faire un rappel sur la liaison polarisée. On rappelle qu'une liaison covalente entre 2 atomes est polarisée si ces 2 atomes ont des électronégativités différentes. Donc sur cette première illustration, on voit que les 2 atomes qui sont liés sont identiques. Cela signifie que les 2 électrons de la liaison covalente sont parfaitement partagés. Donc là, la liaison n'est pas polarisée. C'est encore le cas si la différence d'électronégativité entre les 2 atomes est faible, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0,4. On vous rappelle que les valeurs d'électronégativité sont dans des tables et qu'on vous les fournira. Une liaison est ionique lorsque la différence d'électronégativité entre les 2 atomes, ici A et C, est supérieure à 1,7. Donc cela signifie que l'atome qui est le plus électronégatif, il va prendre complètement l'électron à son voisin, si bien qu'il va se charger négativement et le voisin, lui, va se charger positivement. Donc dans ce cas, lorsque les charges sont entières, on dit que la liaison est ionique. Et la liaison polarisée, c'est un modèle intermédiaire, c'est-à-dire pour des valeurs de différence d'électronégativité comprises entre 0,4 et 1,7, l'atome B est le plus électronégatif, les électrons de la liaison covalente sont plus souvent autour de l'atome B que autour de l'atome A, mais ils sont encore assez peu souvent, mais quand même autour de l'atome A, si bien qu'on va parler de charge partielle, et la charge partielle delta- sera autour de l'élément qui est le plus électronégatif, et la charge partielle delta+, qui traduit un déficit d'électrons, sera sur l'élément qui est le moins électronégatif. Donc là on parle de liaison polarisée. Pour rendre compte de la formation de nouvelles liaisons et de la rupture d'autres liaisons, il faut faire intervenir des sites donneurs de doublés d'électrons et des sites accepteurs de doublés d'électrons. Un site donneur de doublés d'électrons peut être un doublet non liant, une liaison polarisée ou une double liaison. Un site accepteur de doublés d'électrons
peut être un atome qui est porteur d'une charge électrique positive, donc cela peut être une charge électrique positive entière ou une charge électrique positive partielle, mais cela peut aussi être une lacune électronique. Alors on peut maintenant faire intervenir le formalisme de la flèche courbe qui symbolise le déplacement d'un doublet d'électrons au cours d'un acte élémentaire, et cette flèche courbe part toujours d'un site donneur d'électrons, c'est-à-dire qui possède un doublet d'électrons, vers un site accepteur d'électrons. Donc on le rappelle, cela peut être un doublet non liant, cela peut être aussi une liaison qui est polarisée ou encore une double liaison vers un site qui est accepteur d'électrons. Alors cette flèche courbe peut aussi bien matérialiser la rupture ou la formation des liaisons au cours des actes élémentaires d'un mécanisme réactionnel. Alors voyons comme exemple la réaction entre les ions iodure I- et le chlorométhane CH3Cl. Dans cette réaction, à une seule étape, la rupture de la liaison entre C et Cl est simultanée avec la formation de la liaison entre C et I. Donc le mécanisme, c'est le doublet non liant, donc qui est un site donneur d'électrons, qui va venir donc attaquer le carbone de la molécule de chlorométhane. Donc le carbone, lui, c'est un site accepteur d'électrons parce que la liaison entre C et Cl est polarisée. Le carbone ici est chargé partiellement delta+, donc une première flèche courbe qui matérialise la liaison qui va s'établir entre C et I, entre ce doublet non liant de I et le site accepteur qui est le carbone, et dans le même temps, eh bien, cette liaison entre C et Cl va se rompre et il va y avoir formation d'un doublet non liant sur le chlore, d'où l'apparition de la charge moins d'ailleurs sur le chlore pour former l'ion chlorure Cl-, et donc une rupture de liaison entre C et Cl et dans le même temps la formation d'une liaison entre C et I. Au passage, l'ion iodure I- perd sa charge négative parce que un doublet non liant est transformé en doublet liant.